start, you're off your rocker. False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Bonjour à tous, je suis Sophie du blog Les Aventures Vertes de Sophie et pour ceux qui me suivent, je vous avais publié une vidéo sur ma page Facebook, la page Facebook du blog Les Aventures Vertes de Sophie, où je vous avais en fait expliqué que grâce à un changement alimentaire ayurvédique et hypotoxique, j'avais réussi à faire baisser mon facteur rhumatoïde de 17,8 à 18. Donc cette vidéo, elle va vraiment avoir pour objectif de vous partager tout ce que je sais sur le sujet et tout ce que j'ai pu changer dans mon mode de vie alimentaire et comportemental pour pouvoir calmer, apaiser ces rhumatismes qui donc comme je vous le rappelle ont pratiquement disparu dans ma main mais n'ont pas encore disparu dans mon genou puisque donc j'ai tenté de courir il y a quelques jours pour voir où est-ce que j'en étais, en fait me situer un petit peu par rapport à cette évolution. J'ai énormément souffert, pendant 2 jours après ma course je pouvais presque plus marcher, il a fallu que mon conjoint me masse le genou parce que c'était une catastrophe. Donc voilà, donc c'est pas encore hyper... je suis pas encore sortie d'affaire totalement. Mais sincèrement, il y a beaucoup de mieux puisque donc ma main, elle ne m'handicape plus le matin. Donc voilà, il faut être patient, être persévérant quand on réalise un changement alimentaire parce que le corps met du temps forcément à se détoxifier. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe. En fait, il faut que vous compreniez que les maladies inflammatoires et auto-immunes prennent naissance dans l'intestin grêle. Ça, c'est quelque chose d'ultra important parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est votre alimentation qui va jouer un énorme rôle dans vos maladies inflammatoires et dans votre guérison, dans votre potentielle guérison. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai appliqué et c'est ce qui a fonctionné pour moi. En fait, on a ce qu'on appelle des cofacteurs dans notre alimentation. Les cofacteurs, ce sont des éléments, par exemple le gluten ou encore le lactose, qui vont accentuer une sensibilité qu'on peut avoir, qui peut être une sensibilité génétique qui nous est donnée par notre mère ou notre père. D'ailleurs, à ce sujet, c'est important que vous dressiez une espèce d'arbre généalogique des maladies inflammatoires du côté de votre mère et du côté de votre père pour savoir si vous avez un terrain génétique plus ou moins propice qui va vous être légué, vous être donné en héritage et avec lequel vous allez développer du moins des maladies inflammatoires. Si je prends mon cas, c'est tout à fait ce qui se passe. Par exemple, dans ma famille, on a énormément de cas de diabète de type 1 et de type 2. J'ai un de mes oncles également qui a du psoriasis. Et mon petit frère et moi-même avons développé ce qu'on appelle une mucite, donc c'est une réaction allergique en fait aux rayons du soleil. Donc du coup, je sais qu'il y a un terrain génétique dans ma famille qui est propice à développer des maladies inflammatoires. Et il s'avère que c'est vrai puisque j'ai moi-même développé des rhumatismes et de l'arthrose à mon genou gauche. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire que parfois on a un terrain génétique qui va être sensibilisant et contre lesquels on ne peut pas lutter en fait. Alors, le fait de réduire vos cofacteurs ne va pas forcément vous guérir, je veux dire, on ne peut pas changer vos gènes, mais en tout cas, ça va éviter d'entrer constamment dans un état inflammatoire. Donc vous allez éviter de reproduire des erreurs alimentaires qui vont dégrader votre état. Parce que dès que vous allez arrêter en fait ce régime alimentaire, votre état inflammatoire va revenir. Vous pourrez faire plusieurs tests à ce sujet, vous allez vous en rendre vite compte. Par exemple, moi, j'ai arrêté de manger des produits laitiers, entre autres. Je vous expliquerai après plus en détail exactement ce que j'ai arrêté de manger. Mais quand je réintroduis de temps en temps, ponctuellement, des yaourts ou des laitages, je le paye instantanément le lendemain. C'est important de savoir que dans le corps, on a plusieurs émonctoires. On va avoir les reins, le foie, on va avoir la peau, on va avoir les poumons, l'intestin et également les muqueuses. Donc on a plusieurs émonctoires. Mais parfois, notamment pour la muqueuse intestinale, le rôle d'émonctoire n'est pas correctement joué. Ça, c'est dû en partie à l'alimentation moderne, parce que dans l'alimentation moderne, il y a eu de nombreux changements génétiques, de nombreuses manipulations moléculaires et génétiques
de la part des hommes, puisque nous adorons jouer aux apprentis sorciers. Et du coup, ça fait que les enzymes digestives et nos mucines, les mucines ce sont des glycoprotéines qui créent en fait une protection pour nos muqueuses intestinales. Donc nos mucines et nos enzymes digestives, elles sont complètement perdues et n'arrivent plus à correctement faire leur boulot et digérer les grosses molécules qui ensuite passent dans le sang. Et pourquoi ? Parce que actuellement, l'objectif des industriels, c'est de cultiver des céréales pour que ça soit plus facilement vendable, donc qu'il y ait un meilleur rendement, que le blé ou les céréales soient plus beaux, plus volumineux, plus consistants, plus gros, plus résistants. Mais alors, en termes qualitatifs, c'est cadet de leurs soucis. C'est pas ça qui leur importe, c'est vraiment pouvoir faire du chiffre en vente en grande masse et au détriment en fait de la qualité nutritive des cultures. Et voilà, et aux grandes dames de nous pauvres humains qui avalons ces saloperies. Il faut savoir qu'en fait, à titre d'exemple, à l'époque, un blé, il y a 10 000 ans, avait 7 paires de chromosomes. Aujourd'hui, il en a 14. Donc, ça se tient. Hein. Les modifications moléculaires ont complètement modifié l'ADN du blé, entre autres, et du coup, c'est normal que nos enzymes, qui n'ont pas évolué elles, depuis 10 000 ans, ne peuvent plus en fait digérer aussi bien qu'avant ces formes de blé en fait qui n'ont plus les mêmes structures d'ADN qu'avant. Donc quand il y a une mauvaise digestion, ça va moins bien être assimilé forcément et ça va aller polluer le sang et ça va aller polluer la lymphe pour ensuite aller se fixer dans des tissus. Et nos enzymes digestives, elles ont plusieurs ennemis. Elles ont par exemple le stress, le tabac, les traitements médicaux, tout ce qui est antibiotiques, avec par exemple l'ibuprofène qui est très connu sous le nom d'Advil, les salicyles qu'on connaît avec l'aspirine, la pollution qui est très mauvaise pour les enzymes digestives. On va avoir tout ce qui est en rapport avec l'alimentation moderne par exemple. Donc voilà, tout ça, ça fait que nos enzymes digestives, elles sont quand même vachement affaiblies parce qu'on vit dans on a un mode de vie qui n'est plus trop en symbiose avec le respect de l'intégrité humaine et de son rythme biologique. Alors pour vous dire quelques mots sur l'intestin grêle, donc comme vous avez compris, c'est lui qui a un rôle majeur dans les maladies auto-immunes et inflammatoires. L'intestin grêle, il mesure entre 5 à 7 mètres de long, donc il est vraiment très grand. Il représente une superficie de 30 mètres carrés, entre les plis, les replis, toute la muqueuse intestinale. Donc c'est assez grand puisque ça équivaut à peu près à un grand terrain de handball, donc c'est conséquent. Et on a plus de 100 milliards de bactéries qui constituent notre microbiote. Donc c'est quand même très conséquent. Et ces bactéries-là, il faut les respecter, il faut les choyer. L'intestin grêle, il est tapi d'une muqueuse qui s'appelle l'épithélium. L'épithélium est composé lui-même d'entérocytes, donc ce sont plein de petites cellules qui sont juxtaposées les unes aux autres et qui vont créer en fait ce qu'on appelle la barrière intestinale. Et la barrière intestinale, son rôle, c'est d'être imperméable, donc c'est-à-dire de ne pas laisser passer les grosses molécules et les bactéries dans le sang pour ne pas les contaminer notre corps. Et sur chaque entérocyte, au-dessus de chaque entérocyte, on a ce qu'on appelle des villosités. Les villosités, ce sont un peu comme les fibres d'un tapis et qui vont venir en fait sélectionner les aliments qui vont être digérés par l'intestin. Les entérocytes ont leur propre moyen de défense puisqu'ils ont tout un tas d'outils à leur portée pour pouvoir faire face à l'envahisseur. On a par exemple les muqueuses intestinales qui vont être tapies de cellules immunitaires, donc les lymphocytes, les globules blanches par exemple. On va avoir la propre motricité de l'intestin, donc due notamment aux contractions quand on va aux toilettes. On va avoir les bactéries de notre microbiote, la bile et l'acide gastrique. Mais le problème, donc admettons que chacune de mes mains représente une entérocyte, donc elles forment une barrière, hein, elles sont toutes comme ça, toutes reliées, juxtaposées les unes aux autres. Et en fait, entre chaque entérocyte, c'est fermé. C'est ce qu'on appelle les jonctions serrées.
Mais quand on a par exemple la maladie cœliaque ou le syndrome du côlon irritable ou une hyperméabilité intestinale, les jonctions serrées en fait elles se distendent. Et c'est là qu'en fait les molécules et les bactéries rentrent dans le sang. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui vont avoir une sensibilité génétique. En fait ça s'explique de manière très simple. Ces personnes, elles vont avoir des cellules immunitaires qui comprennent un marqueur moléculaire avec un HLA. HLA, en fait, ce sont les glycoprotéines dont je vous parlais tout à l'heure et qui tapissent en fait la muqueuse intestinale. Donc avec un HLA de type 2. Le HLA de type 2, c'est quand on reconnaît une cellule comme étant exogène à notre intérieur. C'est-à-dire que c'est une cellule qui va être identifiée comme étant une bactérie, comme étant quelque chose de malsain pour l'organisme. Donc on va l'attaquer. L'attaquer grâce à notre système immunitaire. Et les HLA de type 1, juste pour vous expliquer, le HLA de type 1, c'est quand on identifie une cellule qui fait partie de notre... qui fait bien partie de nous, de l'hôte que nous sommes, que nous représentons, et donc elle n'est pas attaquée par notre système immunitaire. Les personnes qui ont ces HLA de type 2, en marqueur sur leur cellule immunitaire, vont en fait avoir une problématique de communication entre leurs cellules. C'est-à-dire qu'il va y avoir des messages erronés qui vont être envoyés. Et donc par exemple une protéine de lait ou une molécule de gluten va être en fait identifiée comme néfaste, comme étant un virus par exemple ou une bactérie. Donc on va reconnaître cette molécule comme étant un antigène et on va développer notre armada de cytokines. Les cytokines, ce sont les messagers qui vont alarmer notre système immunitaire. Sauf que quand on fait appel aux cytokines, les jonctions serrées, elles se distendent. Donc vous avez compris que quand on a un intestin imperméable, c'est qu'on a un problème au niveau des jonctions serrées. Et il y a aussi des études scientifiques qui ont montré que les personnes qui avaient une hyperméabilité intestinale avaient en fait un microbiote qui était complètement désorganisé. Donc je vous avais dit que j'avais intégré un régime hypotoxique. Le régime hypotoxique, il a été créé par Jean Seignalé, qui est un docteur clinicien et biologiste, qui s'est penché pendant de nombreuses années sur tout ce qui est immunologie et rhumatisme. Il a conduit de nombreux tests sur des milliers de patients avec de forts taux de réussite. Et donc lui, il était vraiment convaincu que les rhumatismes, que tout ce qui est maladie immunitaire, donc immunologie et rhumatisme étaient liés en fait à l'alimentation. Et moi donc j'ai connu en fait ce régime par la lecture d'un ouvrage qui s'appelle donc Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation de Jacqueline Lagacé, donc, qui s'est penchée donc, sur les travaux du docteur Seignalé, qui a adopté ce régime hypotoxique et qui pareil avait aussi des problèmes de rhumatisme et d'arthrose dans son organisme et qui a réussi à aller beaucoup mieux et à en guérir pratiquement. Pour en revenir au régime hypotoxique, c'est très simple. Quand vous allez adopter un régime hypotoxique, vous allez devoir en fait respecter plusieurs règles. D'abord, on va mettre de côté tous les produits laitiers et leurs dérivés. Les crèmes, les fromages, les yaourts. Mais par contre, tout ce qui est produits laitiers végétaux, là vous allez pouvoir vous y donner à cœur joie. Ensuite, donc, vous allez réduire votre consommation en sel parce qu'on en retrouve dans beaucoup de plats préparés. Du coup, ça crée pour le corps une overdose de sel. Donc c'est très important de prendre du sel. Et moi, j'en mets toujours un tout petit peu dans mes repas. Je prends toujours de la fleur de sel de qualité. Vous avez le sel de l'Himalaya, moi j'en avais acheté en Inde, il est très bon et mieux assimilable par le corps. Vous avez le gros sel de Guérande par exemple qui est très bon. Moi j'ai acheté un sel marin qui est non raffiné, qui est traité, qui est récolté manuellement sur couche d'argile. Donc c'est du gros sel. Moi je prends toujours du gros sel parce que je trouve que c'est meilleur en cuisine. Voilà, donc il n'est pas raffiné et du coup il a en fait tous ces minéraux et tous ces oligo-éléments qui sont conservés à l'intérieur. Surtout ne pas prendre du sel raffiné parce que dans le sel raffiné, on rajoute des anti-agglomérants qui ont le nom barbare de E536 et qui en fait, quand on fait chauffer ce sel, par exemple quand on rajoute dans de l'eau de cuisson pour nos pâtes, et ben ça se transforme en cyanure. J'avais écrit un article où je vous avais vraiment tout bien détaillé au sujet du sel.
Ça s'appelle Le sel, un petit grain empoisonné. Donc vous pouvez aller le lire sur le blog Les Aventures Vertes de Sophie. Allez arrêter de manger des charcuteries, puisque généralement elles sont grasses, bourrées de conservateurs, bourrées de sel, bourrées de mauvais gras. Elles sont difficilement assimilables puisqu'elles encrassent les intestins. Donc ça, on n'en mange plus. Vous allez aussi donc remplacer les huiles par des huiles pressées à froid qui vont garder en fait tous leurs nutriments et toutes les vitamines. Donc ça peut être de l'huile de chanvre, ça peut être de l'huile de cartame, ça peut être de l'huile de lin, qui est très bonne d'ailleurs quand on a des problèmes d'oestrogène. Ça peut être de l'huile d'olive tout simplement. Enfin vous savez, voilà, pareil, tout plein d'huiles à votre portée pour pouvoir remplacer les huiles en fait qui sont raffinées et qui sont saturées en mauvais gras. Donc c'est très important qu'elle soit pressée à froid, sinon c'est comme si vous consommiez une huile vide en fait, sans nutriments. Pareil pour les sucres, on enlève tous les sucres raffinés, on va plutôt aller vers des sucres naturels comme le rapadura qui est un sucre complet ou le sucre de coco qui est très bon pour les diabétiques puisqu'il a un faible indice glycémique. Quoi d'autre aussi? Oui, vous allez également éviter de consommer des céréales, donc comme le blé, comme le maïs, comme le seigle, comme le millet, comme l'avoine. Alors je sais, ça c'est un des points qui a été les plus difficiles pour moi parce qu'en fait quand on enlève tout ça on se dit mais punaise, qu'est-ce que je vais manger? J'ai plus rien à manger, au secours. En plus moi qui suis d'origine kabyle, le blé c'est quand même une institution. On mange beaucoup de plats à base de blé, de boulgour, de couscous, de semoule, de vermicelle, tout ça et bah ça m'a quand même fait un bobo au cœur de devoir m'en séparer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pour mon bien. Donc j'ai réappris en fait à manger autre chose comme des légumineuses, comme du riz par exemple. Alors le riz, on n'enlève pas dans le régime hypotoxique parce qu'en fait lui, quand on essaie de changer sa molécule, il arrive, c'est un rebelle le riz, il arrive à revenir à son état originel et ne pas subir en fait cette transformation moléculaire. Donc, il arrive à revenir à son état sauvage. Et puis il n'a pas d'acrylamide. L'acrylamide c'est une molécule qui modifie l'ADN des humains et qui en fait nuit notamment aux cuissons. D'ailleurs on retrouve beaucoup d'acrylamide par exemple sur la croûte de pain, sur la croûte du pain. Donc c'est lié en fait à la cuisson, au mode de cuisson et ça va donc être très très mauvais pour le corps humain. Donc au sujet de la température aussi, dans le régime hypotoxique, on exclut tout ce qui est cuit à haute température. Pourquoi? Parce que donc quand je dis cuit à haute température, c'est entre 110 degrés et 180 degrés. C'est à partir de 110 degrés. Parce qu'en fait, à partir de 110 degrés, on a ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, en fait, c'est une transformation chimique qui va avoir lieu à haute température et qui va créer en fait de nouveaux liens chimiques entre les glucides, entre les protéines et entre les acides aminés. Donc ça va créer ce qu'on appelle des protéines glyquées. Les protéines glyquées, elles oxydent l'organisme, elles l'encrassent et elles fatiguent les reins. On appelle également les protéines glyquées les glycotoxines. Donc vous pouvez tout à fait les retrouver sous ces deux appellations. Donc voilà, donc ça crée des états inflammatoires en fait dans l'organisme. C'est pour ça qu'on privilégie les cuissons à vapeur douce ou les cuissons al dente. Vous savez, c'est quand on fait un petit peu revenir ses légumes dans de l'huile d'olive, pas à trop haute température, on essaye de bien temporiser ça. Et les légumes gardent leur croquant, ça veut dire qu'elles ont du prana, c'est ce qu'on appelle, enfin en Ayurveda on dit que c'est l'énergie vitale du légume qui est respectée, le prana. Donc le fait de cuire al dente vos aliments, vos légumes, va permettre de conserver le maximum de vitamines. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le régime hypotoxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lait de vache, en plus quand on y pense c'est tellement logique, un lait de vache il n'est pas fait pour l'humain, comme le lait d'humain il n'est pas fait pour la vache. Un lait de vache c'est quand même très concentré en fer et en calcium, beaucoup trop pour les enzymes de l'humain, pour qui le lait humain est parfaitement adapté avec le dosage qu'il faut. À titre d'exemple, je vais vous parler en chiffres parce que c'est toujours plus impactant quand on donne des chiffres. La composition d'un lait de vache donc, est fait pour que le veau se développe très rapidement. A contrario, un cerveau d'humain par exemple doit maturer très lentement, se développer très lentement, avoir vraiment les bonnes connexions neuronales. Voilà, un cerveau humain c'est quand même assez complexe donc ça doit prendre du temps.
Donc le lait humain lui va parfaitement. Un lait de vache, au niveau de sa composition, il a 80% de caséine. Donc la caséine, c'est ce qu'on a dans le lactosérum. Vous savez, quand vous faites chauffer du beurre, notamment quand on fabrique le fameux ghee, le beurre clarifié indien, là on a de la mousse qui remonte. C'est ça la caséine en fait. C'est un mélange d'impuretés en fait, c'est les impuretés du lait. La caséine, le problème c'est qu'elle crée des ballonnements, elle irrite en fait les intestins, et parfois ça peut être silencieux, donc ça peut être des années après qu'on va ressentir les méfaits de la caséine dans notre organisme. Pour un lait de vache, on a 80% de caséine. Pour un lait d'humain, on n'a que 17% de caséine. Vous vous rendez compte de la différence? C'est quand même assez conséquent. Hein. C'est pas de l'ordre de quelques pourcentages, ça se compte en dizaines et dizaines et dizaines de différences de pourcentage. En termes de protéines également, un lait de vache a 32 grammes de protéines par litre. Un lait d'humain, il a 9 grammes de protéines par litre. Pareil, on comprend pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué pour un humain d'assimiler le lactose. Et puis donc en creusant un peu le sujet, j'ai lu qu'en fait quand on fractionne des protéines de lait, on fait augmenter l'insuline pour pouvoir les digérer. Donc la consommation de lait aurait un fort impact aussi pour les diabétiques. Ça viendrait de là. Et puis aussi dans l'alimentation des vaches. Les vaches aussi, elles sont nourries par un fourrage qui est préservé par une technique qu'on appelle l'ensilage. Donc ça veut dire qu'en fait on laisse fermenter les blés, les maïs, l'orge, enfin tout ce qu'on donne qui constitue le fourrage de la vache, tout ce qu'on donne à la vache en termes d'alimentation, on le fait fermenter avec une absence d'oxygène. Et ça en fait ça acidifie la nourriture. Et quand la vache va consommer ce fourrage acide, elle va forcément acidifier son lait. Et par effet boule de neige, ça va acidifier également l'intestin de l'humain. Pareil, les vaches, en fait, elles sont traitées avec des hormones, avec des antibiotiques. Et bien ça se retrouve aussi dans votre sang. Alors bien sûr, il faut prendre du lait bio, mais si on peut, si vraiment on est conscient qu'on est consommateur, on arrête le lait. On arrête le lait parce que ça n'a vraiment rien de bon pour vous. Et vous pouvez tout à fait trouver d'autres sources de calcium dans des végétaux. Le docteur Joyeux disait que le calcium venant des protéines animales est assimilé à 40% par l'organisme, entre 30 à 40% par l'organisme humain, alors que le calcium végétal est assimilé à 70%. Donc vous vous rendez compte aussi de la différence. C'est pour ça que c'est plus naturel et mieux pour votre santé d'aller vers des aliments qui contiennent du calcium naturellement, mais végétal. Donc vous avez par exemple le tofu, vous avez les brocolis qui contiennent du calcium, vous avez les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de sésame, vous avez les pois chiches, les figues sèches. À savoir que vous avez un besoin en fait en calcium de 700 à peu près, de 740 mg de calcium par jour. Donc c'est vite atteint au final. Et j'ai entendu que en fait par jour un être humain va consommer 100 g de lait en dehors du lait ou des yaourts. C'est-à-dire à son insu, il va consommer du lait, des protéines de lait dans son alimentation. Et c'est vrai que quand on commence à pistonner un petit peu les étiquettes, à lire vraiment les compositions, on se rend compte qu'il y a du lactose, des poudres de lait dans tout en fait. Par exemple dans du chocolat noir, on va retrouver des poudres de lait. Dans du surimi, on va retrouver des poudres de lait. Dans des préparations alimentaires, on va retrouver des poudres de lait. Enfin, il y en a vraiment partout et parfois on se demande ce que ça fout là. Par exemple dans le saucisson, on va retrouver des poudres de lait. Enfin, c'est vraiment maintenant devenu monnaie courante et il faut vraiment la traquer cette poudre de lait pour pouvoir l'évincer de son alimentation et manger en fait le plus nu possible si je puis dire, c'est-à-dire vraiment de sorte à ce que ça ne soit pas transformé et ce que ça soit le plus brut possible pour être sûr qu'il n'y ait pas de ces traces de lactose qui nous empoisonnent, qui viennent nous polluer partout, même parfois jusque sur notre peau. Donc ça c'est pour le lait. Ensuite pour les céréales, donc il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit, les céréales donc, elles ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Il y a eu vraiment une modification structurelle et moléculaire sur les céréales qui font que ça n'est plus aussi bien assimilé par notre organisme. Donc le blé notamment contient ce qu'on appelle de la gliadine. Donc c'est une molécule qui va en fait distendre les jonctions serrées et passer plus facilement dans le sang et dans la lymphe
et donc en fait venir encrasser les tissus en provoquant une réaction immunitaire. La gliadine, donc elle est très présente dans le blé. Et on a aussi ce qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP, ce sont des acides aminés à chaîne courte qui vont provoquer un afflux d'eau et de gaz dans les intestins. C'est pour ça que quand on a une hypermobilité intestinale, on évite de manger du gluten. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les anciennes céréales, comme par exemple l'épeautre ou le petit épeautre, que consommaient énormément nos grands-mères, n'ont pas en fait ces problématiques-là. Elles ont beaucoup moins de gluten et surtout elles sont riches d'énormément encore de vitamines et d'oligo-éléments que n'a plus le blé moderne. Par exemple, le petit épeautre, il est plus facilement assimilable par les personnes qui sont intolérantes au gluten. On ne retrouve pas de gluten dans le petit épeautre. On va avoir du tocopherol par exemple, qui est de la vitamine E, on va avoir des lutéines, on va avoir des caroténoïdes qui sont antioxydantes et qui sont anti-inflammatoires. La vitamine E, elle est très bonne pour les yeux, pour la macula notamment, qui est une tache jaune en fait qui est située derrière la rétine, derrière l'œil, qui a le point de vision le plus précis et le plus fort de l'œil, donc ça entretient l'œil. La lutéine protège également cette macula. Donc voilà, donc si vous pouvez, c'est manger vraiment des pains, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, c'est manger du pain avec des anciennes céréales, ou quand vous faites vos soupes d'hiver, introduire un petit peu de l'épeautre justement, ou du petit épeautre dans vos soupes pour donner de la consistance et vous apporter des vitamines. False start, you're off your rocker. False start, you're falling down. False start, you can't get closure.